Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent pour la première fois Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré. Il est avocat. Maître, merci de cette toute première comparution devant les Grands Jurys. Merci beaucoup, merci à vous. C'est un plaisir d'être en tout cas cité directement devant cette composition. Avec moi pour vous interroger, Abdourahmane Keïta, il est directeur de publication du journal Le Témoin, fidèle au poste. Bonsoir Keïta. Elhadj Chana Takiyou, il est directeur de publication du journal Le 22 septembre. Chana, merci d'être là. Elhadj Chana, merci d'être là. Il faut bien préciser Elhadj Chana, oui. Merci, je suis là. Et je suis Oumar Bessidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, s'il vous plaît, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Grands Jurys. Mettre déjà votre regard sur la composition du jury. C'est la composition habituelle, hein, c'est l'équipe de choc. Donc, deux grands juges intransigeants, mais qui savent également faire montre d'humanisme. J'ai vu beaucoup d'acquittements et j'ai vu également beaucoup de mesures, en tout cas, de compassion et en tout cas empreint de marque humaine. Donc, c'est un jury qui est à la hauteur objectif. D'accord. Et j'espère que je serai à la hauteur. Keïta, nous avons Maître Ben Abdourahmane Mamata. C'est un invité de choc. Hein, oui. Parce que c'est un habitué aussi des plateaux. Ça fait un peu longtemps qu'on ne le voit plus. Et s'il a le courage de venir par ces temps qui courent, où tout le monde évite les scènes publiques, c'est tout à son honneur et à son mérite. C'est déjà quelque chose un plus pour lui, je pourrais dire. Par ailleurs, je pense qu'il sait lui-même à quoi s'attendre et à quoi le public, les téléspectateurs, les auditeurs de Renouveau peuvent s'attendre de lui par ce temps qui court. Donc vraiment, il est une voix autorisée, une voix qui porte, une voix dense. Je pense que les attentes seront comblées. Chana, vos premières inspirations? Merci beaucoup, Président. C'est un jeune brillant que j'ai connu d'abord à travers les réseaux sociaux, à travers ses différentes interventions. Et la première fois où je l'ai vu physiquement, c'était, je pense, à l'aéroport international Charles de Gaulle à Paris, où lui quittait des vacances aux États-Unis d'Amérique. La seconde fois où on s'est vu physiquement aussi, je pense que c'était lors des obsèques de l'épouse de Igor Diarra. Il était avec le ministre Ikassa. Je le sais très proche du M5 tendance Choguel. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est très objectif, qui dit les choses avec courtoisie, avec pondération, mais avec fermeté. Et c'est ce monsieur que nous allons entendre sur ce plateau, un bon jeune frère, mais là je ne le reconnaîtrai pas. Je le reconnaîtrai sur la base de ce qu'il aura dit sur le plateau. Il sera acquitté ou condamné sur cette base-là. N'est-ce pas, Maître Touré? Vous êtes d'accord avec ce principe que ce n'est pas votre grand frère qui est devant vous ce soir? Je suis face à un jury. Un jury. Ok. Merci. Je puis ajouter, allez-y. Je puis ajouter qu'à son mérite aussi se trouvent ces différents plaidoyers en faveur de la presse. Il a été très souvent au rendez-vous chaque fois que la presse a eu des problèmes, a eu maille à partir avec la justice pour défendre
la presse. Abdraman, ce n'est pas seulement la presse, hein. C'est un défenseur des droits humains. C'est un défenseur des libertés publiques. Chaque fois que les libertés, de façon générale, sont malmenées, on le voit. D'accord. En tout cas, c'est comme Maître Konaté. Sauf que c'est Keita qui a la parole, Chahana, pour Maître le moment. Konaré. Non, c'est pour l'appuyer. Ce n'est vraiment pas pour la liberté de la presse, mais c'est pour toutes les libertés. La presse fait partie, ils sont en train de plaider pour notre chapelle, nous aussi. Oui. Vraiment, c'est ce qui nous intéresse pour le moment. Il défend les droits humains. D'accord. Pour recommencer, oui, maître, c'est votre première fois au grand jury. Et pour la première fois au grand jury, nous souhaitons que vous présentiez à nos téléspectateurs qui est Maître Touré. Quel est votre parcours, votre cursus universitaire et professionnel jusque-là? Merci beaucoup. Je pense que c'est difficile de parler de soi. Je suis avocat au barreau du Mali, mais bien avant le barreau du Mali, j'ai fait mes études de droit à l'École nationale d'administration du Mali, sciences juridiques. Après ma maîtrise, j'ai travaillé un peu dans le domaine de la communication. J'étais membre fondateur de Créacom Afrique, que vous connaissez très bien. Après cela, je suis allé en France pour faire des études supérieures, en droit du travail approfondi et de la sécurité sociale. Après, j'ai fait une thèse en droit social, spécialité droit du travail, parce que ma spécialité en réalité, c'est le droit du travail et de la sécurité sociale. Après cela, également, je suis rentré à l'école des avocats de Rennes, notamment à Blain, et j'ai fait ma formation de l'école des avocats avec mon CAPA du barreau de Rennes. J'ai fait mon serment à La Roche-sur-Yon, j'ai travaillé 1 an. Après, je suis venu à Nantes pour travailler un petit moment dans un cabinet d'avocats. Je suis rentré au Mali en 2012 pour occuper le poste de directeur de la formation initiale de la nouvelle École nationale d'administration du Mali. Donc jusqu'en 2014, j'ai rejoint le barreau. Et depuis 2014, je suis avocat inscrit au barreau. Justement, vous avez rejoint le barreau. Comment? Avec votre COPA. Est-ce que vous avez fait le concours? CAPA, Non. Comment le CAPA? Non, c'est-à-dire qu'il y avait deux situations. Parce que avec notre camarade Yaya Ould Zarawana, feu paix à son âme, il avait c'est CAPA, non? On est de la même promotion, CAPA. On a prêté serment ensemble. C'est ça. Voilà, il avait son CAPA. Exactement. Il est venu, mais le bâtonnier d'alors, Maître Maïga, avait demandé qu'il reprenne le concours. On a refusé qu'il exerce avec le CAPA français. Exactement, parce qu'il y a une question fondamentale au niveau du CAPA français et du CAPA malien. Par exemple, moi, quand j'ai prêté serment à Rennes, au nom de l'accord de coopération et d'entraide entre le Mali et la France, on m'a accepté parce que j'ai fait mes études. Et là, on m'avait demandé de prouver qu'il y avait une effectivité, une réciprocité entre la France et le Mali quant à l'exercice de la profession d'avocat. Et à ma décharge, j'ai simplement dit que je me base sur les textes et à eux maintenant d'apporter la preuve qu'un Français ne peut pas exercer au Mali. Donc ils m'ont entendu, ils m'ont laissé m'inscrire. Maintenant, quand on revient au Mali, principalement, il y avait l'admission sur titre, j'avais mon doctorat déjà. Et puis la seconde voie, c'était également la transcription en raison également de ton inscription dans un autre barreau, notamment le barreau français. Et la transcription pose beaucoup de problèmes. Dans le cas de Feu Yaya Ould Zarawana, je pense qu'il avait le CAPA, mais il n'avait pas prêté serment, il n'avait pas exercé. Donc le CAPA à lui seul, sans avoir exercé, la transcription avait été bloquée à cet effet-là. D'accord. Allez-y. Allez-y, Keita. On va... Dans le truc, moi surtout puisque nous avons l'avocat, Chahana l'a dit effectivement que vous êtes à cheval sur les droits humains. Et en tant qu'avocat, je voudrais que vous nous dites aujourd'hui comment est-ce que la situation d'exception que nous vivons est ressentie dans la fonction avec ces arrestations arbitraires, ces détentions prolongées sans jugement, ces surpeuplements carcéraux, c'est toutes choses que le Malikoura était censé vraiment résoudre, mais qui sont en réalité qui sont beaucoup plus ancrés que par le passé. Je pense que la question des libertés publiques, comme vous commencez le débat par cela, la façon dont nous ressentons cela, elle est la même que ce que nous avons toujours ressenti, parce que c'est peut-être une question de degré. Nous, en tant qu'opérateurs du droit, nous avons toujours été à côté des personnes qui se voient privées de leur liberté, que nous défendons avec tous nos moyens.
Et le contexte fait que cette fois-ci, il faut lier ça également au contexte politique et également au changement qui a été impulsé. Vous savez, la lutte contre la corruption fait partie également des axes, en tout cas majeurs, que la transition s'est donné comme objectif. Et dans ce cadre-là, il y a des arrestations, il y a des poursuites dans beaucoup de domaines, que ce soit sur le plan des infractions économiques et financières, ou que ce soit sur le plan également des libertés publiques, et même des simples expressions souvent qui ne rentrent pas dans le cadre des libertés publiques entre particuliers. Et nous, avocats, nous avons quand même beaucoup d'activités, et nous avons aussi une situation exceptionnelle qui fait qu'on réinterroge les textes. Les textes ont montré souvent leurs limites, et souvent il y a également des pratiques aussi, en tout cas, qui ne sont pas conformes à ce que les textes ont dit ou ce qu'on a toujours fait. Donc, aux situations exceptionnelles, il y a des mesures... Maître, force est de constater que les arrestations dont nous parlons ne sont pas seulement du fait de la lutte contre la corruption. Je vous ai dit... C'est un exemple à l'appui. Voilà. Bon, il y a beaucoup, il le sait. En tant qu'avocat, il le sait. Il est l'avocat de Kader Maïga, par exemple. Il le sait. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de détentions prolongées. Il y a des surpeuplements. On parle même de morts. La plupart des gens qui meurent n'ont pas été jugés, par exemple, on dit. Non, ce que je vous disais... En milieu carcéral, la plupart des gens qui meurent sont en détention préventive, par exemple. Vous voyez, ça, c'est des choses vraiment qui interrogent. Comme vous l'avez dit, c'est peut-être des situations qui ont existé par le passé, mais aujourd'hui, ça a un degré sans doute différent. C'est sur ça qu'on voulait entendre vraiment un défenseur des droits humains. Peut-être s'il assume déjà ce titre. Voilà, parce que si vous posez une question de manière générale, je suis obligé de vous répondre de manière générale, en fait. Je vous ai dit simplement qu'il y a une question de degré, il y a un contexte politique, vous l'avez dit, également une situation exceptionnelle, donc ma réponse ne peut aller que dans ce sens-là. Mon sentiment sur la question des libertés, je pense que les détentions sont en train de prendre le dessus sur, en tout cas, ce que les textes prévoient, notamment la liberté étant le principe. Il y en a énormément. Nous, en tant qu'avocats, ne vous attendez pas à ce que je vous dise que je suis d'accord avec les détentions, je suis d'accord avec les arrestations. Notre combat, c'est de défendre les personnes, leur liberté surtout. Donc, les détentions sont assez élevées par rapport à des dossiers qui sont arrivés à un certain niveau d'avancement, par rapport souvent à la gravité des faits, par rapport souvent même au parcours des personnes qui sont mises en cause, et souvent ces personnes également présentent toutes les garanties pour pouvoir répondre. Les peines alternatives, les mesures alternatives également à la détention sont très peu utilisées. Peut-être qu'il faudrait interroger aussi les raisons de cela, parce que ça aussi, cet exercice, on ne l'a pas fait. C'est pourquoi moi je pense que souvent il est bon de faire des assises même sur la justice et de réfléchir sur cela. Quand tu vois que la liberté... Je vais finir. Allez-y. Vous savez, quand on pose les problèmes de manière spécifique, on ne peut qu'aboutir à des solutions spécifiques. Mais de manière générale, la plupart du temps, quand on fait des forats sur la justice, les choses qui viennent simplement, c'est qu'il faut mettre les magistrats dans les conditions, il faut rapprocher la justice des justiciables, il faut que la justice soit indépendante. C'est des questions qui se posent. Mais les questions d'ordre pratique, de manière spécifique, comme je vous l'ai dit, quand on ne fait pas de débat, quand on ne fait pas de fora sur les points spécifiques simplement, on risquerait de se tromper. C'est pourquoi je vous ai dit ici que le fait que les mesures alternatives à la détention sont très peu utilisées. Pourquoi ? Est-ce qu'on s'est posé la question? Est-ce que c'est des mesures qui sont efficaces? Est-ce que les gens sont capables de se présenter tout le temps? Voyez-vous, donc il y a aussi ces aspects qui ne sont pas très très développés. Ok, allez-y, Chana. Oui, Maître Touré, Abdraman, pour rentrer dans le vif du sujet, a commencé par les questions techniques. Je vais saisir cette opportunité parce que je sais que vous êtes avocat de plusieurs personnalités dans des dossiers aussi sulfureux comme Paramount. Je sais que vous avez contribué à la libération de l'ancien ministre de la Communication Touré. On m'a dit que vous avez fait un vibrant plaidoyer au niveau de la Cour suprême où on n'avait pas accès pour participer. Bref, il m'est revenu, maître, que dans l'affaire Paramount, le dossier est presque clos et qu'on est en train de préparer un procès par contumace parce que la plupart des incriminés ne sont pas là. Je sais qu'un dossier pendant devant la justice, on ne rentre pas dans le fond, mais est-ce que vous pouvez nous confirmer que le procès est prêt? Imminent. Non, imminent. Ce que moi je peux vous dire simplement, c'est que quand un avocat est constitué dans un dossier pour défendre les intérêts d'une personne qui est inculpée,
Lorsque l'instruction avance et que l'instruction est clôturée, on nous donne des avis, en tout cas pour nous notifier la clôture de l'information. À ce jour, nous qui sommes constitués dans le dossier, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ai pas reçu de notification de clôture de dossier dans cette affaire-là. Est-ce que ça avance? Mes clients sont dans une situation où ils ne pouvaient pas se faire entendre pour différentes raisons, mais ce qui est certain, nous, on n'a pas eu la... Parmi tes clients, il y a l'ancien brillant ministre des Finances, Mamadou Igor Diarra. Oui, pourquoi ils ne peuvent pas rentrer? Pourquoi vous ne les incitez pas à rentrer? À venir répondre à la justice de leur pays, par exemple. Avec l'ancien ministre Tchema Iber Koulibaly, parce que tous disent qu'ils sont blancs comme neige. Oui, mais vous avez déjà vu un inculpé qui dit qu'il n'est pas blanc. Il n'y en a pas. Mais ce qui est certain, ça nous ramène, la question est sérieuse, ce qui nous ramène simplement à la première question de Abdraman. Non, ça nous ramène à la question. Mais il y a des inculpés qui plaident coupables. Il parle de la généralité. Voilà, donc, c'est-à-dire que ça nous ramène à la question de Abdraman, c'est-à-dire la logique des poursuites dans les infractions économiques et financières. Et les contextes n'incitent pas beaucoup à venir. Parce que le mandat systématique, fait énormément peur. On a eu des cas dramatiques dans ce pays-là. On a des situations non purgées par rapport à des personnes détenues qui ont du mal à se faire juger. Donc, vous voyez, quand on analyse la situation d'une certaine manière et compte tenu de la situation d'exception où rien n'est certain, il est difficile simplement pour certaines personnes de se dire qu'ils vont venir répondre parce que la justice n'est pas dans un état où on peut vraiment se permettre de venir répondre comme si les choses étaient normales. C'est une phase d'exception. Vous les encouragez à rester à l'extérieur? Je suis avocat, je travaille avec mes clients dans le secret de mes cabinets, nos stratégies, on les développe. Le fait de venir ou ne pas venir ou se faire entendre relève des stratégies qui sont longuement mûries et je ne vous dirai pas ici que j'encourage quelqu'un à venir ou pas. D'accord, on va vous donner la parole. Mais maître, la loi sur la cybercriminalité est vue de mauvais œil par beaucoup de Maliens aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, comme certains Maliens, que cette loi est liberticide, par exemple? Elle mérite d'être relue? Non, la loi n'est pas liberticide. Moi, la loi sur la cybercriminalité en soi ne me paraît pas être une loi liberticide. Vous savez, nous sommes dans un pays où à un moment donné, il y a eu une forte dégradation des termes du débat public, même entre Maliens. On a vu des vocaux, des insultes, ça allait dans tous les sens à un certain moment donné. Ça, c'est une réalité. La loi sur la cybercriminalité est venue pour cadrer les choses dans un espace qu'on appelle le cyberespace, qui n'était pas saisi par le code pénal classique. Donc, à chaque évolution, il faudrait que la société s'adapte, il faudrait que les textes s'adaptent. Donc, ce texte est venu pour cadrer et fixer les règles pour que notre société ne soit pas à double vitesse, qu'il y ait un Mali virtuel et un Mali réel. Les valeurs du Mali réel, que ces valeurs se retrouvent également dans le Mali virtuel, notamment le cyberespace. Donc, l'objectif de cette loi-là, elle est celle-là. Maintenant, il y a la loi, il y a la pratique également de la loi. C'est ce qui pose énormément de problèmes. C'est ce que j'ai dit à l'entame de mes propos. La pratique, en tout cas des textes, pose énormément de problèmes à nous praticiens, également aux citoyens maliens, surtout les personnes qui travaillent dans le cyberespace. En quoi ça vous pose problème? Ça nous pose problème en matière d'interprétation parce que nous avons du mal à comprendre souvent certaines poursuites, à comprendre souvent le respect de certains droits, notamment en matière procédurale. Si vous prenez par exemple la loi sur la cybercriminalité, toutes les infractions qui sont dedans sont des infractions qui peuvent être commises en réalité. Et dans le cadre de cette loi sur la cybercriminalité, on a mis en place aussi le pôle national chargé de la cybercriminalité, auquel pôle on a donné la compétence exclusive pour un certain nombre de matières, y compris la loi sur les délits de presse. Et c'est là où le véritable problème a commencé en réalité. Parce que la loi sur les délits de presse, c'est une loi pénale de fond. Elle existait avant la loi sur la cybercriminalité. Elle détermine les sanctions, elle fixe les infractions, elle indique les niveaux de responsabilité, les amendes à venir, etc. Donc c'est une loi pénale de fond qui doit être appliquée comme telle. Le juge de la cybercriminalité maintenant, qui hérite de cette loi dans le cadre de la compétence exclusive, lorsqu'il y a une infraction qui est commise, la première des choses à faire, c'est de vérifier d'abord si cette infraction a été commise dans le monde physique ou dans le monde virtuel. Oui. Si c'est dans le monde physique,
et que c'est dans le domaine de la presse, on applique... Qu'est-ce que monde virtuel, monde physique? Oui, vous le savez très bien. Ouais. Vous le savez très bien. Tout le monde le comprend. Ouais. Vous savez, donc si, par exemple, l'infraction a été commise dans un monde physique maintenant, à travers le délit de presse, on prend simplement la loi sur le délit de presse, on applique son régime juridique. Si c'est dans le cyberespace, on prend les textes sur la cybercriminalité, on applique le régime juridique. Mais au nom de la compétence exclusive, on se retrouve dans des procédures où on prend une infraction commise dans un monde physique, on poursuit la personne sur la base de la loi sur les délits de presse, et puis on ajoute une autre infraction sur la cybercriminalité, et finalement, le régime même de la loi sur les délits de presse n'est pas respecté. Vous savez mieux que moi que lorsqu'il y a des allégations qui sont tenues dans le cadre du délit de la presse, le premier responsable maintenant, c'est le directeur de publication, etc. Et l'auteur de propos ou le journaliste, ils sont complices. Mais dans le cas de la compétence exclusive, on se retrouve finalement à prendre l'auteur principal comme complice, le complice maintenant comme témoin, le témoin comme auteur principal. Donc on a galvaudé pratiquement le régime juridique de la loi de 2000. C'est là où la question la question liberticide peut intervenir. C'est dans la pratique. D'accord. Okay. Mais la loi, je vais vous donner la parole. Ne me paraît pas être liberticide, mais c'est la pratique qui fait que c'est énormément mélangé. Maître, parlant tout de la pratique, on a l'impression qu'il y a une divergence de vue entre les avocats et les parquetiers par rapport à une notion, la notion d'atteinte au crédit de l'État. Est-ce que cette notion est bien perçue par les parquetiers maliens, par exemple, les procureurs? Ah ouais, je m'attendais à cette question. Vous savez, cette histoire de crédit de l'État dans le code pénal, il y en a deux. On veut savoir votre lecture. Oui, je vais vous le dire. Crédit, de l'atteinte au crédit de l'État. Je vais vous expliquer. Parce qu'effectivement, comme il l'a dit, ça pose problème, il y a polémique, ça crée des controverses. Mais sérieusement, il y a des gens qui pensent qu'en réalité, l'atteinte au crédit de l'État relève exclusivement du domaine financier. Et d'autres qui pensent que c'est galvaudé en l'amenant sur d'autres domaines qui ne sont pas le... Vous-même, vous avez parlé de galvaudage. Est-ce qu'en réalité, vous êtes du côté de ceux qui pensent qu'en réalité, cette loi, cette notion a été galvaudée? Je vais vous expliquer ce qu'il y a dans le code et puis je vous donne mon point de vue. Allez-y. Dans le code, il y a deux infractions qui visent le crédit de l'État. La première, c'est l'article 58 et la seconde, ça doit être l'article 153 ou 158. L'atteinte au crédit financier de l'État, ça c'est une infraction économique et financière. Crédit financier, ça c'est précision. Ça c'est précisé. Ça pose pas de problème. Et chaque fois qu'on décrédibilise l'État par rapport à ses capacités financières, par rapport à son sérieux, par rapport à la prévisibilité de ce que l'État peut faire sur le plan financier, est-ce qu'il faut s'engager avec ou pas. Et vous savez, cette infraction, elle est très importante et souvent, les gens se retrouvent à commettre cette infraction sans savoir qu'ils sont dans la commission d'infraction. Par exemple, il y a un débat assez théorique maintenant sur les questions de monnaie. On va aller à la monnaie, on va faire ci, on va faire ça. Vous savez, ce sont ce genre de propos souvent qui peuvent être qualifiés même d'atteinte au crédit financier de l'État parce que ça décrédibilise, ça rassure pas. Ça fait peur aux investisseurs, ça fait peur à tout le monde. Les gens cachent leur argent, les gens ne le font pas. On n'a plus confiance en l'État. On se dit du jour au lendemain, l'État peut créer une monnaie. Donc souvent, c'est des voix autorisées même qui le disent. Et là, maintenant, ce n'est pas bon. Parce que l'impact financier est très important. Les investisseurs ont peur, les opérateurs économiques se retiennent. Et finalement, c'est quel article 153 ou 157. C'est très généralement, voilà. c'est cet article-là qu'on a souvent évoqué. Non, je vais venir. Je suis en train d'expliquer. Ça, c'est le crédit financier de l'État. Voilà. Donc ça, c'est une infraction qui est propre à la crédibilité financière de l'État et à sa façon, à son crédit en un mot. L'autre, l'article 58 maintenant, qui parle du crédit de l'État, le siège de cette infraction se trouve dans le chapitre qui est dédié maintenant aux infractions à caractère racial, ethnique et régionaliste. Vous savez, dans cet article, il y a deux notions. Toute personne qui porte atteinte à l'unité de la nation et au crédit de l'État. Donc, on parle de la nation et de l'État. Moi, j'ai regardé un peu le code pénal. Le premier code pénal du Mali en parle. Vous savez, les premières heures de l'indépendance, on était en train de construire une unité. La nation, l'État-nation. Oui. Donc, il fallait également mettre des infractions pour empêcher des personnes de fragiliser cette construction en cours, que ce soit au niveau de la construction nation ou au niveau de la construction État, en proférant des propos à caractère régionaliste, à caractère ethnique, n'est-ce pas? Donc, qui amènent à la division des personnes. Ça, c'est l'histoire de l'atteinte au crédit de l'État. Oui. C'est une infraction qui avait son sens à l'époque. Certains pays l'avaient, ils l'ont abandonné parce que c'est des vieux États, c'est des vieilles nations.
Mais cette infraction est restée dormante dans le code. Maintenant, l'usage qu'on en fait ne me semble ni conforme, ni adapté maintenant aux incriminations, en tout cas, qui sont visées et aux propos pour lesquels on arrête les gens à gauche, à droite. Est-ce que vous avez échangé une fois avec le procureur Touré par rapport à au crédit de l'État? Parce que je pense que ça, c'est une infraction qui relève de son invention. Celui étant... Sauf que c'est dans le code pénal. Hein, non. Étant celui le premier, c'est le père. C'est-à-dire celui qui a enrichi notre vocabulaire par rapport à ça. Oui. Et j'ai échangé une fois avec lui, c'est une jonction de procès. C'est-à-dire que tu ne trouves pas tous les éléments du crédit de l'État au niveau du même article. Du même article. Oui. Il faut aller voir dans un autre texte, faire une certaine jonction pour pouvoir faire la poursuite. D'accord. Je pense qu'il serait bon d'échanger avec lui. Non, j'ai échangé avec lui parce qu'on a pratiqué cette affaire ensemble. Je pense que sa position a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, je sais ce qu'il pense de cette disposition, notamment d'après lui-même, c'est des infractions de repli, c'est-à-dire des infractions qui interviennent pour pouvoir accompagner d'autres, mais en réalité qui ne peuvent pas être la substance même de la poursuite en réalité. Donc la position a évolué parce qu'il y a eu des débats, il y a eu également des interventions d'avocats pour pouvoir... C'est ça aussi le droit en réalité. On peut l'utiliser dans un sens, mais au fil de la pratique... On a comme l'impression c'est-à-dire on poursuit, ensuite on cherche les motifs. C'est l'impression qu'on a. On procède d'abord à l'arrestation et ça arrive. La procédure. Ensuite, maintenant, on cherche les motifs pour se donner des arguments. Ça arrive. Pour requalifier. Est-ce que cela est normal? Les qualifications sont cherchées a posteriori. Ça, c'est la méthode de travail des uns et des autres, mais ce qui est conforme simplement au canevas et à la charge même des fonds. Parce que vous savez, les procureurs, ils ont une fonction assez spéciale. C'est des fonctions dans lesquelles souvent ils peuvent s'abstenir même d'appliquer la loi pour préserver l'ordre public. Ils peuvent violer même la loi pour faire respecter l'ordre public. Ils ont cette possibilité. Ils ont cette possibilité. Mais c'est au juge. Est-ce que c'est moral? Je vais venir. Non, c'est dans le. Non, c'est moral. C'est les prérogatives quand même. C'est les prérogatives. Vous savez, le poids des prérogatives dans notre système judiciaire fait que souvent on peut avoir ce genre de schéma. S'il n'y a pas de tact et de mesure, souvent de bon sens, ça peut aller dans tous les sens. Mais le dernier mot revient aux juges jugeants, qui sont les juges au siège. Les procureurs poursuivent, ils sont partis au procès, comme les personnes qui sont mises en cause. Maintenant, c'est aux juges jugeants de juger. Mais entre-temps, ce qui préoccupe les gens, c'est qu'il y a la privation de la liberté. Vous êtes en train de nous dire que les procureurs peuvent ne pas être guidés par la loi. Allez-y, Keita. Vous êtes en train de nous dire. Ça peut arriver. Normalement, ils doivent être guidés. Elle dit ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est une exception. Okay. Bon, moi, je retiens toujours votre statut de défenseur des droits de l'homme. Comment, en tant que défenseur, percevez-vous ces restrictions aux libertés d'association et de réunion qui sont intervenues ces derniers temps, qui bloquent toute activité politique? Vous savez, c'est des décisions politiques. Et moi, toute mesure qui restreint l'espace public et les libertés publiques par nature, je suis opposé. Quand on est dans un système démocratique, même résiduel, il y a un minimum de liberté qui doit être consacré. Ce ne sont pas des méthodes à long terme. Ce ne sont pas des méthodes également qui facilitent le dialogue entre les Maliens, notamment le dialogue politique. Nous en souffrons. Donc, c'est des mesures qui me semblent être des mesures liberticides et qui sont mal à propos et non nécessaires de mon point de vue. Donc vous convenez qu'il y a eu un recul par rapport aux libertés depuis que nous nous trouvons dans cette situation-là? Il y a eu des reculs sur certains points. La suspension, par exemple, des partis politiques. Moi, c'est une mesure... Mais quelle avancée il y a eu alors? Non, je ne sais, je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a eu d'avancée? Il y a eu seulement un recul, parce qu'on n'a pas quand même opéré un changement pour reculer autant. Non, c'est-à-dire, vous m'amenez, vous faites un va-et-vient de sorte que j'ai du mal même à me situer. Par exemple, si vous me demandez maintenant ma lecture de la situation globale... On va vous poser cette question. Mais comme ça, dans ce va-et-vient, ça va être difficile de vous donner quelques... En attendant, Chana a une question. Oui, maître. Il aime bien les droits de l'homme parce qu'il a siégé à la commission des droits de l'homme. Je le comprends bien. Nous sommes tous des défenseurs des droits de l'homme, des défenseurs des droits tout court. Cela dit, notre pays, comme de tout le temps, depuis au temps de Modibo Keïta jusqu'à aujourd'hui, chaque régime a sa manière d'enclencher la lutte contre la corruption. Est-ce que la manière dont les autorités actuelles ont enclenché la lutte contre la corruption est la bonne, surtout les dossiers qui passent devant la Cour suprême, à commencer par celui de Boubaye jusqu'à nos jours?
Moi, j'ai beaucoup de réserves sur la méthode, hein, parce qu'en tant qu'avocat, je suis dans beaucoup de procédures et Dieu sait que nous souffrons par rapport à la lutte contre la corruption. Déjà, la mise en place de la Chambre civile d'instruction à la Cour suprême, la création de cette Chambre, les voies de recours que cette Chambre offre sont vraiment des mesures qui ne nous paraissent pas garantir fondamentalement les droits et les libertés. La suppression également des privilèges, n'est-ce pas, de juridiction. Tout ça, c'est des choses qui sont consacrées. Et par moments, même les avocats sont perdus parce qu'ils se demandent, on exerce les voies de recours devant qui? Quand on prend la Cour suprême, la façon dont les choses sont organisées, les avocats même sont perdus. Ça, c'est une réalité, vous savez. Donc, nous pensons que le dispositif même de lutte contre la corruption, maintenant, est parti quand même d'une organisation juridiquement contestable et qui ne nous paraît pas garantir la défense, en tout cas des personnes inculpées, mises en cause. C'est quoi cette organisation? L'organisation, c'est par exemple la suppression de la Haute Cour de justice, en non mise en œuvre. Il y a des gens qui ont été poursuivis pendant que la Haute Cour de la justice était en fonction, avec un budget qui était utilisé, mais on a amené les procédures devant la Cour suprême, avec la mise en place d'une chambre spéciale, avec une chambre d'accusation ad hoc. Et donc, c'était très difficile. On peut parler d'illégalité. On était carrément perdus. On peut parler d'illégalité. On peut parler d'illégalité des procédures. Bon, je ne dirais pas d'illégalité, mais le dispositif organisationnel, quand même, ne me paraît pas être un dispositif qui garantisse vraiment le droit. L'équilibre. Non, mais est-ce qu'il est conforme au droit applicable au Mali? C'est ce qu'on veut savoir. Non, il n'est pas conforme. Dans ce cas, il est illégal. Il n'est pas conforme. N'ayez pas peur de moi, maître. Je n'ai pas conforme. Moi, je suis pour la construction. Moi, je comprends. Nous comprenons votre pondération, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Comme le dirait mal nommer les choses, en rajoute à la misère du monde. Vous pouvez vous permettre de dire, par exemple, quelque chose est illégal, mais moi, de mon côté, je ne peux pas me permettre de dire certaines choses. Et pourquoi? Parce que je suis praticien. On ne me jugera pas comme vous par rapport à certains propos. D'accord. Vous avez peur que les gens dont... Si j'avais peur, je ne serais pas là. Maître, récemment, s'il vous plaît, on vous a vu faire une sortie contre les recommandations du dialogue intermalien. Déjà, ce dialogue dont les autorités font beaucoup d'espoir. Ou bien des observations? Je préfère observations. Non. Sortie contre ou bien des observations? Oui, mais je crois que je reste sur ma ligne. C'est une sortie contre certaines recommandations. Le mot ici. Oui, contre certaines recommandations du DIM. Déjà, alors il y a des réserves de toutes les façons. Il va répondre. Je sais que vous avez compris la question. Déjà, pourquoi cette sortie, si vous voulez, c'est réserve contre les recommandations du dialogue? Bon, c'est réserve parce que, en réalité, vous savez, le dialogue... Vous pouvez rappeler d'abord les 3 recommandations dont il s'agit? De mémoire, je pense que ça date un peu. La première recommandation, elle portait sur l'élévation, en tout cas, des 6 colonels au grade de général. La seconde observation de mémoire portait sur... la candidature d'Assimi. La troisième sur la proposition d'une nouvelle fourchette de 2 à 5 ans. Voilà, donc pour la lecture de la charte. Voilà, ces 3-là, ça m'a vraiment fait sortir de mes gonds. Parce qu'en réalité, le dernier, comment on appelle ça? Le dialogue intermalien. Le DIM, le dialogue intermalien, est venu dans un contexte de sortie de l'accord d'Alger. Et vous savez mieux que moi, on a milité dans les organisations par rapport à cette question. Et de mon point de vue, le dialogue devait être centré sur l'accord d'Alger. Et le format que moi j'avais en tête, c'était que c'est les communautés du Nord qui devaient s'organiser, discuter entre elles. Pour avoir une alternative. Exactement, pour venir vers l'État pour proposer et dire que nos communautés du Nord, qu'on a présentées comme étant des communautés divisées, nous avons parlé de nos problèmes. Voilà ce que nous pensons. Et nous souhaitons que l'État nous accompagne dans ce sens. Ça permettait non seulement de toucher du doigt le véritable problème, de renforcer la cohésion sociale entre les communautés et également de renforcer, de laver l'honneur du Mali qui a été présenté comme un État dans lequel le Nord est en déphasage total avec le Sud. Donc pour moi, le format et le cadre devaient être celui-là. Donc sur un site de ressortissants du Nord,
On a échangé longuement là-dessus. Mais le DIM est venu, le format était trop élargi et les thématiques étaient en redondance avec celles qu'on avait traitées lors des Assises nationales de la refondation. Donc, au sortir de cela, moi, j'étais un peu dessus parce que rien n'a été traité de l'accord d'Alger. A posteriori, je me dis tant mieux parce que le format n'aurait pas permis de traiter spécifiquement la question. On a renvoyé ça à un autre dialogue. Maintenant, sur la question, par exemple, de l'élévation au grade, moi, je trouvais simplement que c'était malvenu que des civils aillent s'asseoir dans une salle pour demander à ce qu'on élève à des grades supérieurs des militaires qui ont mérité leur grade. Et il n'appartient pas à un civil de faire cela. C'était vraiment quelque chose qui me paraissait déplacé. Le second point, maintenant, c'était par rapport à la suscitation de la candidature de Assimi Goïta. Assimi n'a pas dit qu'il va être candidat. Et les recommandations étaient faites pour être adressées à Assimi. Quand on dit de susciter sa candidature, ça veut dire quoi techniquement? Qui suscite sa candidature? Lui-même. Bon, voyez-vous, donc je trouvais déjà que ça, c'est des choses qui n'arrangeaient pas la situation dans la mesure où ce n'était pas prévu par les TDR, mais ça peut arriver. Mais si ça arrive également, il faudrait prendre un peu de temps pour lire les textes, en tout cas, qui gèrent la situation, notamment la charte de la transition. Voyez-vous ce que la charte dit par rapport à la candidature éventuelle. Donc il fallait prendre en compte ces données-là avant d'aller vers ces revendications. Mais on se dit que les gens se sont exprimés, ce ne sont que des recommandations, on les transmet. Mais moi, je me suis inquiété lorsque j'ai vu également que dans les outputs du dialogue intermalien, il y a recommandations, il y a résolutions. Donc moi, je n'ai pas compris comment un dialogue intermalien peut arriver à des résolutions. Parce que les résolutions, c'est des choses dans l'application obligatoire. C'est une chose quand même qui a une vigueur juridique supérieure à celle d'une simple recommandation qui est une suggestion. Et sur la prorogation? Donc sur la prorogation, moi je pense qu'on avait une fourchette de 5 ans qui était là. On a utilisé 2 ans, c'est expiré en avril, je pense. Oui. Et dans mon analyse, moi je pense que le président de la transition avait la possibilité à corps de prendre un décret maintenant pour fixer une nouvelle date. Le tout est de ne pas sortir de la première fourchette de 5 ans. Ça, c'est ma lecture de la situation. Elle n'engage que moi. Je vais finir rapidement si vous ne m'écoutez pas. Allez-y. Donc ça, c'est ma lecture. Je l'ai défendue sur bien des sites et j'ai compris qu'également, il n'y a pas d'illégalité à ce qu'ils prennent un décret pour rester toujours dans le cadre de la première fourchette. Certains pensent le contraire. La Cour a été saisie, elle n'a pas pu se prononcer sur le fond. En venant proposer une nouvelle fourchette de 5 ans, on crée une superposition qui n'arrange pas les choses, ça rajoute également à la confusion. Voyez-vous, donc, la première fourchette, si on va à la limite, ça finit en 2027. N'est-ce pas? Maintenant, si on fait une nouvelle fourchette, maintenant, en disant de 2 à 5 ans, elle commence quand? À partir de maintenant ou à partir de la fin de la première fourchette non encore totalement utilisée? Donc, si on va à la fin, on est en 2032. On est en 2030. Donc, ça nous met dans une forme de calcul et ça crée un flou alors qu'on a une situation et on a également une réalité. Moi, personnellement, je pense que, sincèrement, il faut qu'on prenne le temps de faire bien les choses. Je ne suis pas je vais vous le dire, pour la candidature de Assimi, vous avez posé la question, je ne suis pas partant parce que les textes l'interdisent. Et je reste fixe sur ce point-là. La charte, c'est nous qui l'avons élaborée. On a dit que la clause est une clause d'éternité insusceptible de modification. Et celle de Shogel? Dans la charte, je ne pense pas que c'est le Premier ministre aussi est concerné. Voilà, donc il est out. Donc si la charte le dit, toutes les personnes qui sont exclues, elles demeurent exclues. Vous savez, on est arrivé à cette situation, pourquoi? Parce qu'on s'est plaint du contentieux électoral 2018 et nous sommes tous arrivés à la conclusion que nous violons toujours les textes que nous posons. Donc chaque fois qu'on a des textes qui sont clairs, essayons de les respecter. Mais si on part au nom de la réalité sociale en disant que la réalité veut qu'on fasse ci et ça, on compromet l'objectif social. L'objectif, c'est quoi? C'est de sortir des violations répétées de textes. Donc tout ce que les textes disent clairement, si on reste derrière les textes, on aura moins de problèmes. Allez-y, Keïta. Sauf qu'en vous écoutant, on a comme l'impression qu'il y a une identité de perception entre vous et un certain mémorandum du M5. C'est à peu près les mêmes choses, les mêmes réserves qu'on trouve là-bas. Moi, j'ai fait ma sortie avant le mémorandum. Vous êtes un peu... Il y a une certaine complicité. Chara le disait au début que vous êtes un partisan de Shogel Meiga. Abdraman. Est-ce qu'il y a... C'est là Abdraman, je vais vous dire quelque chose. Vous et moi, on se connaît très bien. Vous connaissez mes liens avec Ikassa. Vous connaissez mes liens avec Abdelkader Maïga. Oui. Vous connaissez mes liens avec Shogel Maïga. Avec moi-même. Avec toi-même. Dans d'autres contextes. N'est-ce pas? Oui. Donc, si vous venez me poser cette question ici, c'est peut-être pour le public, mais vous savez exactement. Ah non, jamais. Non, si vous le savez très bien. Non. Maintenant, pour revenir à votre question,
l'identité entre ma position et celle du mémorandum, vous avez lu mon mémorandum, n'est-ce pas? Tout le monde l'a lu. Ceux qui sont intéressés l'ont lu. Si des gens pensent que j'ai raison, ils s'alignent ou bien vont dans le même sens que moi, tant mieux. D'autres ne sont pas d'accord avec moi. Quand moi je suis sorti pour dire simplement que le président de la transition a la possibilité de prendre également un nouveau décret pour rester dans la limite des 5 ans, qu'est-ce qu'on avait dit? Que je suis du côté des militaires. Mais quand je suis sorti pour dire que je suis contre la prorogation de la transition avec une nouvelle fourchette, je suis contre l'élévation des grades, qu'est-ce qu'on dit? Je suis du côté de Choguel. Donc finalement, on se retrouve dans un schéma où au Mali, on veut forcément te mettre dans une case obligatoirement. Et moi, je ne me retrouve on ne voit pas les idées, on voit les hommes. Allez-y, Chana, s'il vous plaît. Donc, c'est la même démarche que vous avez adoptée. Oui. Je ne réunirai jamais mes liens avec Choguel, avec Ikassa, avec Abdelkader Maïga, ni avec d'autres. Donc les bons esprits Allez-y. se rencontrent. Allez-y. Oui, et maître, le Mali tarde à organiser les élections que la communauté internationale attend, tout le monde attend. Vous étant proche des personnalités que vous venez de citer et qui ont la main à la pâte, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui bloque la tenue des élections? Vous savez, vous me posez une question, je vais vous donner ma réponse. Peut-être ma réponse va partir de loin, si vous me laissez le temps de développer, parce qu'Abdraman, j'espère qu'il ne va pas m'interrompre. Allez-y. Vous savez, dans cette transition, il y a 2 pieds. Le changement est intervenu sur la base de 2 pieds. Il y a l'aile militaire, il y a l'aile politique. L'aile militaire a dit qu'elle est venue parachever le travail de l'aile politique, mais dans la première séquence de la transition, on a eu une distanciation entre l'aile politique dont le travail a été parachevé et l'aile militaire qui a parachevé le travail. Ça a amené Badaou, ça a amené Mokhtar Ouane. Donc c'était la phase de la distanciation. Quand on est arrivé maintenant à la rupture de cette première phase de distanciation, il y a eu la phase des retrouvailles entre les 2 forces, l'aile militaire initiale et l'aile politique initiale. Et dans cette phase-là, vous avez remarqué que l'aile militaire a fait ce qu'elle sait faire de mieux. Le réarmement, la montée en capacité de l'armée a été fait. L'aile politique a initié des réformes politiques. L'aile politique a théorisé la refondation. On est arrivé à l'organisation des assises nationales de la refondation. On a mis en place un système de suivi des recommandations, la transformation des recommandations en actions réalisables et avec un système de suivi avec indicateurs qui est également mis en œuvre. Donc l'aile politique y est allée. Sur le plan politique, on a engrangé cela. Sur le plan diplomatique, le Mali s'est réaffirmé et il y a eu des décisions inédites également. Donc dans cette phase de retrouvailles, il y a eu tous ces éléments qui sont là. Maintenant, il est vrai que depuis un certain moment donné, il y a des difficultés. Mais pendant cette phase de retrouvailles également, il y a un aspect dont on n'a pas parlé. Il y a eu aussi une distanciation de la classe politique par rapport à ceux qui se sont retrouvés. Débat entre restaurateurs et acteurs du mouvement démocratique. On a eu ça. Les forces religieuses étaient pratiquement à la touche. Mais actuellement, quand même, en réalité, il y a des défis qui s'imposent. La question de la date des élections, je ne sais pas pourquoi on ne se prononce pas là-dessus. Je ne sais pas pourquoi le dialogue politique est en sommeil. Ces 2 facteurs doivent être réveillés parce qu'on a adopté une nouvelle constitution qui dit que le Mali est une république laïque, démocratique et souveraine. Donc on n'a pas régné la démocratie et personne n'a dit qu'il est contre le retour à l'ordre constitutionnel, ni l'aile politique ni l'aile militaire. Donc c'est une phase de conjonction. Quand je vous écoute, très sérieusement, j'ai l'impression que vous êtes le principal idéologue du M5. Parce qu'à la réalité, on retrouve dans ce que vous dites tout ce qu'il y a dans les sorties de Choguel Maïga. Keïta, qu'est-ce que vous soupçonnez? Mais seulement ce que je voudrais me dire, qu'est-ce qu'il reste en réalité aujourd'hui de l'aile politique du M5? Il ne reste plus qu'un moignon. Ça n'existe plus. Puisqu'on entend trop parler de cette aile politique qui revendique des pactes d'honneur, qui revendique des pactes d'honneur avec l'aile militaire, mais force est de constater que l'aile militaire, en tout cas, fait preuve d'une certaine apparence de cohésion, alors que l'aile politique, il ne reste pratiquement rien là-dedans. Il ne reste que Choguel Maïga, le Premier ministre, et certains de ses amis. Vous avez la plupart des gens qui en sont les initiateurs qui ne sont plus dans le groupe. Est-ce que cela est juste de continuer encore à revendiquer une certaine aile politique dans... Abdraman, vous savez, vous me posez des questions sur des sujets que je ne maîtrise pas totalement. C'est vous qui avez parlé d'aile politique pourtant. Non, vous me parlez du M5 et des
questions internes au M5, vous êtes allé jusqu'à dire qu'il ne reste pas grand-chose. N'est-ce pas? Ça, c'est des questions internes au M5. Je ne les maîtrise pas, ça je vous le dis. Si je les maîtrisais, je vous en aurais parlé. Mais je ne maîtrise pas ces questions. Quoi que vous soyez proche de ces animateurs. Je suis proche de vous, mais on ne se voit pas tous les jours. Je suis proche de vous, on ne se voit pas tous les jours. Ouais. Bon, vous avez parlé de la Constitution. Je sais que vous avez eu vraiment un rôle à jouer dans l'élaboration de cette Constitution-là. Selon vous, quelle est la pertinence de voter, d'adopter une Constitution qui reste suspendue depuis son adoption depuis une année? Pratiquement, on ne sait pas les choses pour lesquelles la Constitution a été votée. Qui vous dit qu'elle est suspendue? Elle est suspendue puisqu'elle n'est pas appliquée entièrement. Elle est appliquée avec d'autres constitutions, d'autres textes. On entend certains partisans même du régime dire que la nouvelle Constitution n'entrera en fonction qu'avec le nouveau président. Attends, je vous dis pourquoi c'est suspendu. C'est suspendu puisque tout ça prévoit n'intervient pas. Ça prévoit un président, comme vous l'avez dit, démocratiquement élu, ça n'intervient pas. Ça prévoit un Sénat, ça prévoit une Assemblée nationale, ça n'intervient pas. Je suis en droit de dire que la Constitution est suspendue. Allez-y, maître. C'est une interprétation. Tous les organes, toutes les institutions sur lesquelles qui en sont l'ossature n'existent pas. Il va apporter son commentaire. Quelle est la pertinence, selon vous, de voter une Constitution et pour ne pas aller vers ce pourquoi on l'a voté, qui est le retour à l'ordre constitutionnel? Moi, je vais répondre à votre question. Vous savez, j'ai eu ce débat avec certains éminents professeurs par rapport au chevauchement entre les deux constitutions. Il y en a qui parlent de 3. Et la charte. Voilà, la charte maintenant. En réalité, vous savez, on est dans une phase qu'on appelle l'entre-deux constitutions. La nouvelle se prépare pendant que l'ancienne s'applique, pendant que la nouvelle se prépare. Voyez-vous, donc c'est dans cet entre-deux, on est dans une situation où il y a des dispositions qui ne sont pas contraires, n'est-ce pas, à la nouvelle constitution s'appliquent. Toutes les 12 dispositions de la nouvelle constitution également peuvent s'appliquer. Donc c'est un chemin assez subtil qui fait qu'on ne peut pas rompre brutalement. Donc il faut un passage de relais pour que cela... Il y a des décrets d'application. Il y a des lois organiques qui ont été votées, n'est-ce pas, pour mettre en place les institutions, le mode d'organisation. Les attributions de certaines structures ont été changées, d'autres ont carrément disparu. Donc ça demande un travail de fond qui est en train d'être fait par le professeur Fousséni Samaké et d'autres experts sur le plan national. Maintenant, si vous voulez qu'on mette en œuvre immédiatement toutes les institutions, ça va être très très difficile parce que c'est un processus en réalité. Vous savez, donc l'ancienne constitution... C'est un processus, on l'a connu par le passé. En 92, on a voté la constitution. Quelques temps après... Mais c'est progressivement. Oui, mais néanmoins progressivement. C'est pourquoi je dis, oui, un pouvoir légalement constitué peut continuer les différentes institutions à le faire. C'est ce qu'Alpha Omar Konaré a fait. Oui, progressivement. Il a installé progressivement. Oui. Pourquoi on est obligé d'attendre que... Est-ce qu'on n'est pas beaucoup plus dans l'agenda de ceux qui gèrent la constitution, beaucoup plus que dans l'agenda du peuple? Puisque c'est un peu quelque chose comme ça. Moi, j'ai une toute autre lecture. Vous savez, quand on gère un État, quel que soit le mode par lequel on vient, on a une responsabilité, on a une méthode, on a une façon de faire, on a un timing. Quand vous dites qu'on est dans l'agenda de ceux qui gouvernent, c'est de la tautologie. En réalité, nous sommes gouvernés aujourd'hui par l'exécutif en place qui est venu dans les conditions que nous savons tous. On n'a pas le choix, ça c'est une évidence. Maintenant, comment on fait pour arriver à la nouvelle constitution? Et ça, c'est une question qui me paraît être pertinente. Mais si vous me dites qu'elle est suspendue alors qu'on est en train de travailler à ce qu'on la mette en place, moi, je pense que vous êtes allé un tout petit peu... Chana, pour votre dernière question, allez-y. Dernière question. J'ai 2 voire 3 questions sur la généralité. Et puis, faites le choix. Maître, parlons de la CEDEAO. Qui dit CEDEAO parle de l'AES. Je pense que en mois de juillet, la CEDEAO va faire un sommet déterminant et nos 3 pays, le Mali, le Burkina et le Niger, disent ne plus être de la communauté ouest-africaine. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision? Non, d'emblée non. Moi je pense que ce n'est pas une bonne décision. Moi je ne souhaite pas qu'on sorte de la CEDEAO. Moi, je souhaite qu'on reste dans la CEDEAO et qu'on consolide la CEDEAO parce qu'il y a 2 façons de faire. Soit on détruit tout, soit maintenant on se remet à corriger.
Le Mali a la chance, en tout cas, d'avoir pris des décisions inédites dans un contexte inattendu. On a été entendu. Je pense qu'on a une force de proposition lorsqu'on reste dans la CEDEAO. On peut impulser le changement en amenant d'autres pays avec nous. Mais certains pensent qu'il faut en sortir carrément pour diverses raisons. C'est pas mon cas. Enchaîne. Ma dernière question, c'est les généralités. Et aujourd'hui, en France, il y a une situation inédite. Une situation inédite avec la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue des législatives le 30 juin et le 7 juillet. Quelle lecture en faites-vous? Bon, la lecture que j'en fais simplement, c'est que on est préoccupé. Les Africains sont préoccupés par ce qui se passe en France parce qu'on a quand même beaucoup de choses en commun. Parce qu'on a beaucoup de ressortissants qui sont en tout cas dans ce pays-là. Et le Rassemblement national avec la montée... Pourquoi ça nous préoccupe? Jordan Bardella. Non. Le Rassemblement national qui monte en puissance. Exactement ça, parce que les questions de l'immigration sont des questions qui nous touchent directement ou indirectement. Donc c'est des choses qui nous concernent. Ils sont également chez eux, ils sont en train d'envisager des choses par rapport à leur perception de leur société, par rapport à ce que la France devait être selon eux. Si on veut rester dans le cadre purement souverain, en disant qu'on respecte notre souveraineté, nous devons également accepter de respecter le point de vue des Français chez eux. D'accord, allez-y. Je voudrais vous rappeler une de vos phrases par rapport à cette CEDEAO-là, qui m'a paru un peu pertinente, que la déclaration de sortie de la CEDEAO offre à nos autorités un fondement politique pour ne pas s'inscrire dans un quelconque agenda de cette organisation. Vous pensez que c'est la seule motivation? Il y a le point de blocage principal entre les autorités du Mali et la CEDEAO, c'est le calendrier, la transition. Donc en réalité, voilà, donc vous revenez un peu à ce que j'avais dit. En réalité, nous sommes dans leur agenda. Non, c'est ce que justifie même l'AS. Les trois pays sont des pays pushistes. Dans l'agenda, vous savez, il y a la réalité. Il y a la réalité. C'est ce que justifie l'AS. Nous ne sommes pas là pour dire des choses, il y a ce qui est réel. Nous savons lire les choses, nous savons comprendre les choses. Nous sommes des Maliens. Il y a des choses qu'on ne dira pas de notre pays, mais en réalité, le problème fondamental avec la CEDEAO est venu à cause du chronogramme des élections. Pour sortir des assises, tout le problème est parti de là. La pression de la CEDEAO. Ça, c'est une réalité. Maintenant, les autres choses se sont greffées là-dessus. Et puis bon, maintenant, le même problème de chronogramme de la transition demeure à l'interne. Allez-y, Keïta. Ok, bon, maintenant, vous avez parlé effectivement de l'aile politique et de l'aile militaire. Nous avons constaté ces derniers temps une rupture pratiquement totale entre cette aile politique, ou bien du moins ce qu'il reste de cette aile politique et l'aile militaire, avec notamment les sorties du Premier ministre pour pratiquement afficher une solidarité, si on peut l'appeler comme ça, délictuelle et politique vis-à-vis de ce qui a été dit par ses camarades du M5 et pour lesquels ces derniers se trouvent en maille à partir avec la justice. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas acter une bonne fois pour toutes la rupture entre... Vous savez, entre ces deux ailes? Non, les logiques d'alliance et de scission en matière politique, ça n'a pas commencé avec la transition. Depuis sous Ibeka, quand Tatamli avait été appelé, ça a créé des problèmes à l'interne, au niveau du RPM. Soumaïlou Boubé Maïga est venu, il a frôlé la motion de censure. N'est-ce pas? Le RPM était majoritaire avec ses alliés. Donc, les sessions internes au niveau de la conduite du pouvoir ne sont pas propres. Même les régimes civils élus l'ont. Maintenant, la façon de le gérer, il n'y a pas de rupture en réalité. C'est une conjoncture politique qui est tout à fait normale. Mais il y avait du gaz dans l'air depuis le dernier remaniement avec la sortie de certains. Il y a rupture. Vous savez pourquoi il y a rupture? Je vous dis pourquoi il y a rupture, par exemple. Okay. Quand le Premier ministre va jusqu'à renier ceux dont il est chargé de l'application. Par exemple, la justice. Dans le PAG, c'est le Premier ministre qui est chargé de l'application de la justice. Mais il dit que ce que ses partisans ont dit et pour lesquels ils ont maille à partir de la justice est vrai. Donc il y a quand même un problème. Non, je ne pense pas que le Premier ministre soit chargé de conduire la justice. Vous savez, ce n'est pas exact cette vision des choses. Le Premier ministre n'est pas chargé de l'application du programme d'action gouvernementale vous avez dans la justice. Non. Donc il est quand même... Non, dans notre organisation, il y a un dialogue permanent entre les trois institutions, le législatif, l'exécutif, n'est-ce pas, et le judiciaire. Mais de là à ne pas se reconnaître dans la justice de son pays, le Premier ministre, vous savez qu'il y a rupture. Moi, je n'ai pas entendu ça. Vous n'avez pas entendu que le Premier ministre a dit que tout ce qui a été dit dans le mémorandum est vrai?
Ouais, mais ça veut pas et dire que qu'ils personne non, ne attends, peut attends. régner Non, un seul, vous savez, alors que Abdraman, déjà, on Abdraman, va y partir avec... Abdraman, vous êtes en train d'aller loin. Ça, c'est des interprétations qui vont assez loin. Quand il dit que tout ce qui est dans le mémorandum est vrai... Tout ce pourquoi ils sont arrêtés. Oui, Il a bel et bien dit tout ce pourquoi ils sont arrêtés est vrai. Je vais dire, ça ne veut pas dire qu'il renie la justice. Pour moi, ce n'est pas exactement la même chose. C'est un raccourci. Et ce n'est pas bon de le faire. C'est quand même une immixtion. Non, pas c'est du quand même une tout. immixtion dans les affaires, dans une affaire pendante. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est une prise de position politique. politique. C'est une prise de position politique en réalité par rapport à un document hautement politique. Moi, personnellement, quand j'ai vu l'arrestation du monsieur, que je ne connais pas d'ailleurs, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré, je pensais qu'il avait été poursuivi dans le cadre de la violation de la suspension des activités politiques. Mais je ne savais pas qu'il avait été poursuivi pour la teneur de ce communiqué. Mais honnêtement, de vous à moi... Non, je viens. Honnêtement, de vous à moi, je ne vois rien de grave. Même pour l'outrage. Même pour l'outrage. Non, je viens. Non, attends. L'outrage est où dans le communiqué? Mais c'est ce que les magistrats, eux, disent. Voilà, justement, je vous parle de ma lecture. Pour ça. Moi, je vous parle de ma lecture. Non, moi je vous parle de Abdraman. Moi je vous parle de ma lecture dans ce communiqué. Parmi les chefs d'inculpation, il y a outrage et magistrat. Le seul point où on évoque la justice dans cette affaire, c'est qu'on dit qu'Abdelkader Maïga est détenu par le procureur. Là, quand même, je pense qu'il y a une petite erreur parce que ce n'est pas le procureur qui l'a détenu. Il a fait l'objet d'une condamnation de 1 an. Nous sommes en appel. Oui. Bon, ça également, est-ce que ça c'est un outrage, dire que quelqu'un est détenu par un procureur alors qu'il ne l'est pas, chose dite par un profane? Est-ce que ça, c'est une infraction? C'est excessif. Dire que le Premier ministre dit qu'il n'est pas au courant de ci et ça c'est une infraction? Sincèrement, nous sommes arrivés à une phase de psychose où tout devient infractionnel et même vous, chaque fois que quelqu'un parle simplement, est-ce que ça, c'est pas une infraction? Est-ce que ça doit être dit? Donc, il y a cette psychose. D'accord, Abdraman, s'il vous plaît. Si c'était des citoyens ordinaires qu'il avait dit, oui, on aurait pu le comprendre. Oui. Si même un avocat le dit, on le comprend. Politiquement. Mais quand ça vient. Politiquement. Quand ça vient des membres du gouvernement. Non, Abdraman, on est en train de parler. Qui est le chef d'un gouvernement dirigé par un ministre de la Justice. Abdraman, nous sommes en train de parler. Vous êtes en train aussi d'inciter la justice à cesser nous sommes en train. Je n'incite pas que je veux inciter la justice. La justice n'est pas. On ne peut pas inciter la justice. La justice fait ce qu'elle semble bon de faire. Abdraman. Dans tous les cas, la question a été répondue. Abdraman, nous sommes en train de parler de justice. On ne parle pas de politique. Politiquement, attendez, politiquement, on peut l'interpréter autrement, n'est-ce pas? Mais sur le plan judiciaire, moi je vous dis, moi personnellement, je le répète sur ce plateau, je ne vois rien d'infractionnel dans le communiqué. D'accord, nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Keïta, nous sommes dans le secret de la délibération. On n'a pas besoin de se retirer pour ça. Je pense que... C'est votre ami d'enfance aussi. Hein? Malgré les petites divergences qu'il y a entre nous, ce qu'il faut retenir vraiment, d'abord, comme je l'ai dit dès le départ, c'est son courage de comparaître. On n'a pas ce courage-là sur tous les hommes publics actuellement. Il a eu le courage de venir dire ce qu'il a. Et je pense qu'ici, il est pris avec beaucoup de pertinence. Il n'a pas vraiment été pris en défaut par rapport à cette pertinence. Il n'a pas été pris en défaut par rapport à son courage de dire les choses telles qu'il le pense. Monsieur le Président, il n'y a pas quelque chose à retenir de plus que ça pour l'avocat qui reste vraiment droit, pour reprendre les termes de Cheikh Anta Diop, qui reste droit dans ses bottes en toutes circonstances, et toujours dans la même courtoisie, dans la même pondération, dans la même chose, sans heurter, avec civilité. Tout ça, c'est à son crédit. Je pense que, Monsieur le Président, il ne faut rien retenir contre lui. En 30 secondes, vous avez un coup de gueule sur une situation? Non, sur cette situation, non. Je ne l'ai pas préparé. Chana. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas surtout surpris de cette prestation. Comme je le disais, pour la première fois, c'est sur Facebook que je l'ai découvert. Un jeune brillant, avec une belle plume, avec une très belle ponctuation. Je suis séduit par la qualité de sa plume. Et aujourd'hui, je suis séduit aussi par la qualité de sa prestation. Il a répondu à toutes les interrogations. Il a répondu avec courtoisie.
avec pondération, avec humilité. C'est un jeune brillant. C'est un jeune brillant. Un défenseur des droits de l'homme, j'allais même dire des droits humains, qui est dans les grands dossiers de la République. Ses accointances, peut-être accointance ne convient pas beaucoup, est un peu négatif. Sa proximité avec les politiques ne l'empêche pas d'avoir une certaine liberté de réflexion, d'avoir une certaine autonomie dans la réflexion. Monsieur le Président, c'est l'un des rares jeunes que je vois sur Facebook que quand il parle, il n'est pas contesté. Tout le monde applaudit, on acclame. C'est comme cette dame Awa Sylla, l'épouse de l'ancien entraîneur des Aigles du Mali. Mais les deux sur Facebook, je vois tout le monde acclame ces deux-là. Ce qu'ils disent, c'est comme si c'est tombé du ciel. C'est un jeune brillant. Il a le vent en poupe. Son étoile brille aujourd'hui. Vraiment, Monsieur le Président, nous avons besoin de jeunes comme ça pour inspirer d'autres jeunes. Nous avons besoin de lui pour défendre la liberté, pour défendre les droits de l'homme, pour défendre la vérité, parce qu'il est dans beaucoup de dossiers, Paramount et bien d'autres. Il faut que nous l'acquittions pour qu'il puisse participer à la manifestation de la vérité dans ce pays-là et à la promotion de la justice. Libérez-le, Monsieur le Président. Au bénéfice de ces deux réquisitoires favorables à l'accusé, nous n'allons pas prendre la responsabilité d'éteindre les étoiles de maître qui brillent selon Chana. Constant selon Abdraman, il me plaît de vous libérer purement et simplement des liens de l'accusation par conséquent. Vous êtes acquitté un dernier mot. Merci, Monsieur le Président. Merci aux membres du jury. Je tiens à dire une chose fondamentale. Vous savez, nous sommes dans un contexte dans ce pays où tout est assez tendu. Il faut qu'on aille vers plus de sérénité. Le dialogue politique, il me paraît nécessaire. Je ne sais pas si je suis écouté par les autorités, mais il est temps de lever la mesure de suspension des activités politiques, de renouer vraiment le dialogue politique, parce que sans dialogue politique, on n'arrivera à rien. Des rumeurs persistantes annoncent même des arrestations dans les rangs d'un certain regroupement. Oui. Moi, je pense qu'il faudrait aller vers un dialogue politique. Il faut apaiser. Apaiser vraiment, qu'on rentre dans une phase vertueuse, une phase vraiment de dialogue politique pour qu'on puisse sortir ensemble de cette transition. Parce que personne au Mali ne souhaite le pire. Personne ne souhaite également qu'on fasse un recul ni l'enlisement. Et nous avons les moyens intellectuels et les capacités de le faire. Donc, on mette de l'eau dans nos vins différents pour vraiment aller vers un dialogue. Nous, on prend du Nyamakoudji, un dialogue politique pour vraiment sortir de la transition. Le plus vite serait vraiment le mieux. D'accord. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré. Il est avocat. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.